Alors, vous entamez à partir de cette année des études en sciences humaines à la Haute École Paul-Henri Spaak et plus particulièrement en département pédagogique. Alors, en début d'année, il me semble nécessaire, indispensable, de vous donner d'une part les plans des cours, d'autre part de vous expliquer quelles sont les compétences qui vont être exigées de vous dans le cadre de mon cours d'histoire, de vous dire également comment les ateliers de formation professionnelle et les stages vont se dérouler pendant les 3 ans. Donc c'est une introduction générale que je vais faire avec vous maintenant et non pas une introduction particulière à la première. Voilà. Alors, quelles sont les compétences qui sont, plutôt les objectifs que moi je vise en tant que professeur d'histoire pendant les 3 ans que vous allez vivre à l'école normale? Alors, la première des compétences, le premier objectif que moi je vise, c'est tout d'abord vous donner un panorama général de l'histoire de l'humanité, des origines à nos jours, en envisageant les civilisations d'une manière globale, en essayant de ne pas faire un cours d'histoire à tiroir. Bien entendu, vous aurez des chapitres sur les différentes civilisations, mais je vais le plus possible essayer d'établir des liens entre les civilisations. Alors, ce qui, moi, m'intéresse surtout, c'est l'histoire des structures sociales, l'histoire des structures mentales, et donc, en aucun cas, il ne s'agit d'un cours limité à l'histoire politique et à l'histoire événementielle, c'est-à-dire des successions de faits les uns derrière les autres. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des civilisations, pour essayer de comprendre, non pas quelle est leur essence, parce que là, ce sera un problème philosophique, mais essayer de voir quel est leur noyau et comment s'articulent les différents faits de société autour de ce noyau. Ensuite, j'ai pour objectif d'éclairer le présent par le passé et ensuite le passé par le présent. Je crois qu'il faut essayer de faire un aller-retour, un constant va-et-vient entre d'une part le présent à partir duquel on pose des questions au passé, autrement dit c'est le problème des origines, comment se fait-il qu'on en est arrivé là, à notre époque? Ça va? Et inversement, dans l'autre sens, le présent peut éclairer le passé, dans la mesure où, quand on voit la manière dont les gens vivent à l'heure actuelle, on peut commencer à imaginer, et quand je dis imaginer, à partir de la critique, bien entendu, il ne s'agit pas de projeter dans le passé, de se poser des questions, des problématiques qui renvoient sans arrêt le passé vers le présent et vice-versa. Donc le passé permet d'interroger le présent, comme le présent permet d'interroger le passé. Voilà, très important. Autre objectif, je vais souvent essayer de partir de vos représentations, avec comme objectif de casser les préjugés. Quand on travaille sur la préhistoire, et ce sera le premier chapitre que nous allons envisager cette année-ci, eh bien, on a des tas d'idées toutes faites. On a des tas de préjugés. On va se représenter, par exemple, les hommes de la préhistoire dans les cavernes. Alors, ils ne vivaient pas dans les cavernes, ils vivaient dans des huttes. Quand on étudie le Moyen-Âge, on a souvent des préjugés du type au Moyen-Âge, on était plus sale qu'à l'heure actuelle. Ce qui n'est pas vrai du tout. Oui, l'hygiène a bien entendu progressé, mais il faut savoir qu'à l'époque de Louis XIV, on était plus sale qu'au Moyen-Âge. Donc il y a toute une série de représentations qu'il faut essayer de casser. Et donc c'est intéressant, vous, lorsque vous serez professeur, d'interroger les élèves à partir d'exercices pédagogiques pour savoir ce qu'ils ont en tête avant de commencer la matière que vous allez traiter. Et alors là, il faudra que les élèves
une fois que la matière aura été traitée, voient la distance qui sépare les idées qu'ils avaient avant le début du cours et puis finalement les idées qu'ils ont après avoir fait des exercices avec le professeur. On a tous des idées toutes faites sur le passé, sur les Romains, sur les Grecs, sur les Égyptiens, sur les Allemands, sur les Américains, sur les Russes, sur les Chinois. Et le rôle du cours d'histoire, c'est justement d'essayer de voir si, de mettre à l'épreuve tous nos préjugés. Et vous vous rendrez compte très rapidement, vous allez vous rendre compte très rapidement, que finalement, il y a des idées toutes faites. Soit des images d'Épinal dans le meilleur des cas, c'est-à-dire on a encensé un héros, par exemple, qui n'était peut-être pas aussi héroïque qu'on l'imaginait. Et au contraire, on a peut-être sali une période qui a peut-être de nombreuses richesses à dévoiler. Voilà. Donc ça, ce sont les principaux objectifs du cours d'histoire d'une manière générale. Donc vous avez retenu présenter une histoire globale de l'histoire de l'humanité, casser les préjugés, faire un aller-retour constant entre le passé et le présent, et enfin, dernier objectif que je n'ai pas encore mentionné, c'est d'essayer de vous faire prendre conscience qu'en comprenant l'environnement historique dans lequel vous vivez, eh bien, vous allez pouvoir construire, ou en tout cas être un acteur d'une société nouvelle. Si on ne connaît pas son passé, le passé de la société dans laquelle on est, je ne vois pas très bien comment on peut construire quelque chose de neuf. En étant vraiment constructif, je veux dire. Que vous soyez maintenant un conservateur, que vous soyez un révolutionnaire, peu importe. Mon rôle ici n'est pas de vous dire dans quel sens il faut aller, je ne suis pas professeur de morale. Mais en toute hypothèse, c'est en comprenant, par exemple, les structures de ce que c'est qu'un État moderne, c'est en comprenant le rôle, par exemple, que la religion a pu avoir pendant des millénaires, c'est en comprenant également les rapports de force sur le plan social ou sur le plan économique, que vous allez pouvoir construire intelligemment, mais en connaissance de cause, et pas simplement parce que vous appartenez à telle classe sociale, ou parce que vous, votre tempérament, vous pousse à être plutôt conservateur ou plutôt révolté. D'essayer de construire quelque chose. Et donc, le cours d'histoire, les cours d'histoire que vous donnerez à vos élèves, me semble-t-il, doivent aller dans ce sens-là. Être capable de connaître les civilisations anciennes, être capable de critiquer l'information, ça c'est très important, pour essayer d'être autonome, d'être soi-même, d'être émancipé, et de ne pas être simplement la reproduction de ce qu'ont été vos parents ou de ce qu'ont été vos grands-parents. Voilà. Et que vous soyez vraiment des acteurs dans la société. Et pas simplement des pions sur un échiquier qu'on bouge au moment des élections. Voilà. Ça, c'est mon projet. Donc c'est un projet vraiment émancipateur, un projet de liberté. Bon, ça, ce sont les objectifs que je vise pendant 3 ans, en première, deuxième et troisième. Alors maintenant, on va voir quels sont les objectifs que je vise plus particulièrement dans chacune des 3 années, quels sont les moyens mis en œuvre, quelles sont les compétences qui seront exercées pour atteindre ces objectifs majeurs que j'ai cités tout à l'heure, et ensuite quels sont les contenus. On va d'ailleurs peut-être partir des contenus, parce que c'est sans doute ça qui nous intéresse le plus dans un premier temps. Vous êtes dans une école professionnelle qui forme de futurs enseignants, mais des enseignants qui ne sont pas polyvalents, des enseignants qui sont compétents dans 3 disciplines, l'histoire, la géographie et les sciences sociales. Donc je vais d'abord partir des contenus, et puis je vais vous dire quelles sont les compétences qui sont exercées. Alors, en première année, la matière, c'est la préhistoire et la protohistoire, tout d'abord. Je vous ai expliqué précédemment ce qu'était la protohistoire. Vous savez ce que c'est cette période charnière, intermédiaire, entre l'époque où l'on ne connaissait pas l'écriture et l'époque où l'on commence à écrire. Ensuite, on va étudier l'Antiquité proche-orientale. Alors, l'Antiquité proche-orientale, c'est la civilisation égyptienne, et c'est en gros la civilisation mésopotamienne, qui comprend l'histoire de plusieurs peuples.
les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens surtout. On traitera aussi rapidement des peuples du couloir syro-palestinien, c'est-à-dire ce qui correspond maintenant au territoire d'Israël et au territoire du Liban. Autrement dit, les Juifs dans l'Antiquité et les Phéniciens. Voilà, ça c'est donc le Proche-Orient ancien. Ensuite, on étudiera l'histoire de la civilisation grecque et l'histoire de la civilisation romaine. Puis, puisque je vous ai dit que mon objectif est d'étudier l'histoire de l'humanité globalement, j'estime qu'il n'y a aucune raison de se limiter à ce Proche-Orient et à la civilisation de la Méditerranée. Donc je vais essayer d'élargir cette histoire que l'on enseignait traditionnellement, véritablement à une histoire de l'humanité. Autrement dit, il sera question également de l'histoire de l'Inde et de l'histoire de la Chine. Pourquoi? Eh bien, pour l'instant, ces matières ne sont pas au programme. Mais je suis certain qu'un jour, elles y seront. On ne peut pas imaginer que le tiers de l'humanité n'est pas une histoire qui soit enseignée dans l'enseignement secondaire. C'est inimaginable. Il y a 1,4 milliard de Chinois qui ont une histoire très riche, et il y a plus d'1 milliard d'Indiens qui ont une histoire très riche aussi. Ce sont deux civilisations très brillantes. Comment imaginer qu'à l'heure actuelle, quand on parle de mondialisation, quand on dit que la Chine est devenue, depuis le mois d'août, la deuxième puissance économique du monde, et dans les 20 ou 30 ans qui viennent, je ne crois pas, parce que les États-Unis ont quand même vraiment plus une longueur d'avance, mais en tout cas, c'est une grande puissance économique. L'Inde, avec d'autres pays, ce qu'on appelle des pays émergents, c'est tout à fait insensé de ne pas enseigner, ou en tout cas de ne pas avoir des notions de l'histoire de ces civilisations. J'essaierai également, alors là je ne sais pas si je le verrai cette année-ci ou en deuxième avec vous, d'intégrer bien sûr aussi l'histoire du Japon et l'histoire de l'Afrique noire. Parce que l'Afrique noire a aussi son histoire. On a l'impression que les Africains n'ont pas d'histoire, parce que effectivement, sur le plan archéologique, on n'a pas grand-chose. L'écriture, elle intervient très très tardivement dans l'histoire du continent africain. Mais je crois qu'on ne peut pas laisser tomber quand même cette humanité-là, qui est la même que la nôtre. Voilà. Ça, c'est pour le contenu. Alors concrètement, au niveau maintenant des activités et des méthodes d'apprentissage plutôt, qui sont mises en œuvre pour faire passer cette matière-là et pour vous apprendre votre métier. Alors, mes cours sont principalement des cours ex cathedra dans la partie théorique, je dis bien. Mais à côté de la partie théorique, il y a les fameux ateliers de pratique professionnelle, de formation professionnelle, les AFP, où là, c'est vous-même qui êtes mis en situation de construire votre savoir pour construire des leçons. Vous allez donc apprendre non seulement à construire une leçon, puisque vous destinez à être de futurs enseignants, à préparer, à gérer et à présenter une excursion. Alors, comme il me semble qu'une des compétences les plus importantes quand on veut être enseignant, c'est d'être capable de communiquer, et communiquer, ce n'est pas seulement communiquer par la voix, oralement, mais c'est aussi communiquer avec des gestes, surtout pour des jeunes enfants, qui ont besoin véritablement d'avoir un animateur devant eux, qui ne soit pas qu'un animateur, parce qu'il y a parfois des enseignants qui sont d'excellents géos, comme on dit au Club Med, mais qui n'ont pas beaucoup de choses dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire, Donc il me semble essentiel, là aussi, de vous mettre en situation de perfectionner votre expression. Et c'est la raison pour laquelle il y aura donc des préparations et des présentations de pièces de théâtre sur des thèmes historiques, bien entendu, ça va de soi. On passe sur n'importe quel sujet. Voilà. Les années, par exemple, l'année passée, il y a eu une pièce sur
la révolution agraire à Rome à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, autrement dit l'époque des Gracques, de Tiberius et Caius Gracchus. Il y a eu également une pièce de théâtre consacrée aux paysans avant la Révolution française, donc en 1788. Et il y en a une également consacrée à la lutte des femmes lors de la Commune de Paris en 1871. Et cette année-ci, je vous ai déjà annoncé la couleur ce matin, il y aura une pièce que je prévois sur la fondation de l'Université de Bruxelles en 1934, qui permettra de voir l'opposition entre les catholiques et les libéraux à cette époque-là, et également une pièce consacrée aux purges, au grand procès de Moscou, à l'époque stalinienne, entre 1936 et 1938. Voilà. Alors, je vous ai parlé des contenus, je vous ai parlé des méthodes. Il y aura aussi dans les méthodes, peut-être plus en deuxième qu'en première, projection d'un certain nombre de films ou de documentaires historiques, non pas pour faire de ce qu'on appelle de l'occupationnel, c'est-à-dire pour me permettre de me reposer pendant que vous prenez des notes, pas du tout. L'objectif étant surtout que vous appreniez à critiquer un documentaire historique, pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est là pour la galerie, pour attirer l'attention des gens, et d'autre part, ce qui est vraiment vrai et qui repose sur des découvertes archéologiques ou écrites. Alors, on va peut-être passer maintenant à la deuxième année. Quand vous êtes en deuxième année, la matière porte sur le Moyen-Âge et les temps modernes. Quand je dis Moyen-Âge, il ne faut pas entendre le Moyen-Âge au sens restreint du terme, c'est-à-dire l'histoire de l'Europe. Dans le Moyen-Âge, il y a non seulement l'histoire de ce qu'on appelle l'Occident médiéval, donc en gros, je dirais, l'histoire de la France, de l'Allemagne, du nord de l'Italie, de l'Angleterre, bien sûr des Pays-Bas et de la Belgique à cette époque-là, mais seront également considérées les civilisations byzantines et musulmanes, qui se trouvent traditionnellement d'ailleurs dans le programme d'enseignement secondaire quand on étudie le Moyen-Âge. Mais à cela, je vais ajouter aussi ce que l'on ne voit pas dans l'enseignement secondaire, parce que de nouveau, ça me semble essentiel d'avoir une vision globale de l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Russie du Xe siècle au XVIIIe siècle, qui en général n'est pas traitée, et l'histoire de la Russie et l'histoire du Japon que j'évoquais déjà tout à l'heure. En outre, il y aura bien sûr, puisque c'est inscrit au programme, l'histoire des grandes découvertes au XVe, XVIe siècle, mais j'aborderai aussi en deuxième l'histoire de l'Amérique latine, parce que souvent l'Amérique latine, on n'en parle qu'au moment des grandes découvertes, et puis après on n'en parle plus. Bon, c'est quand même dommage. Il faut savoir quelles sont les grandes caractéristiques de cette civilisation, ou plutôt de l'histoire des pays qui constituent à l'heure actuelle l'Amérique latine. Là aussi, il y a des pays émergents, il y a le Mexique et surtout le Brésil. Vous savez qu'au début du mois d'octobre, le président Lula arrive au terme de son deuxième mandat, donc il va y avoir des élections présidentielles. C'est ce qui explique que quand vous allez en librairie, enfin chez les buralistes, vous allez voir toute une série de revues consacrées au Brésil, depuis une semaine. Je pense au numéro du Monde, et au numéro spécial du Monde, et au hors-série également de Manière de voir, consacré au Brésil. Et pour ceux qui s'intéressent aussi à des publications plus dans le vent, les Incorruptibles consacrent également leur numéro au Brésil, cette semaine-ci. Voilà. Donc vous voyez que mon optique est toujours d'essayer d'appréhender les sociétés humaines globalement et jamais d'un point de vue, je dirais, étroitement européen. Alors en troisième année, que voit-on? Alors en troisième année, on étudie l'époque contemporaine. En gros, l'histoire des sociétés depuis la révolution industrielle, qui débute dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui débute également au moment de la Révolution française, c'est-à-dire lors de la dernière décennie du XVIIIe siècle. Je vais jusqu'à nos jours. Donc je ne tiens pas à m'arrêter, comme parfois c'est le cas pour certains professeurs, en 1980
ou en 1990. Donc, je vais jusqu'à l'heure présente, jusqu'en 2010. L'histoire, ce n'est pas l'étude du passé, c'est l'étude des phénomènes dans leur durée, ce qui est tout à fait différent. Donc, le présent fait partie de l'histoire. Donc, il n'y a pas de raison de s'arrêter en 2000, hein, alors que nous sommes dans l'histoire. L'histoire se fait aujourd'hui aussi. Donc, pour comprendre aujourd'hui, on doit étudier le passé. Mais pour étudier le passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit se poser des questions qui sont propres à notre époque, le présent. Alors, en ce qui concerne les méthodes, c'est comme pour la première et la deuxième année, c'est-à-dire que vous avez des cours, comme je suis en train d'en faire un pour l'instant, c'est-à-dire un cours où c'est le professeur qui parle. Vous avez bien sûr des séances d'exercice. Vous allez, comme en deuxième année, avoir des stages de pratique sur le terrain, des stages actifs. Hein, vous devrez enseigner sous l'autorité d'un maître de stage, qui est un professeur d'enseignement secondaire, qui est agréé par l'école. Parce que l'école ici, l'école normale, a passé des accords de coopération avec un certain nombre d'établissements de l'enseignement secondaire. Pour le reste, vous allez avoir évidemment quelques cours où je vais vous dire quels sont les instruments de travail spécifiques aux matières qui sont enseignées. On a déjà commencé ce matin, hein, pour le domaine de la pédagogie ou pour l'histoire. Voilà, il me semble que j'ai traité de l'essentiel des questions qui peuvent se poser à vous. Y a-t-il déjà des questions à ce stade-ci du cours? Donc concernant les contenus, concernant les ateliers de formation professionnelle et concernant les stages. Vous avez bien compris que les compétences exercées sont liées, bien entendu. Toi, tu vas t'endormir, je crois que tu ferais bien de fermer le rideau. Ça va, voilà. Voilà. Voilà, ferme le rideau. Alors, je reprends ce que je disais il y a quelques minutes. Donc, à l'examen, enfin les compétences qui sont exercées, je parlerai des examens dans quelques minutes, il faut évidemment connaître la matière en ayant compris, je dirais, sa dynamique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut être capable de critiquer des documents. Alors, pour ces documents, on fera des exercices en classe, mais il y a toute une série de documents qui seront à votre disposition, également sous forme de texte, dont le contenu est commenté dans des CD. Voilà, pour les différentes périodes de l'histoire. Donc, ça c'est l'aspect critique. Il y a l'aspect expression qui intervient non seulement lorsque vous présentez vos leçons en classe, mais aussi lors de la présentation d'excursions ou de pièces de théâtre. L'esprit de synthèse également, c'est très important. Il ne faut pas tout connaître mot à mot, ça n'a pas de sens. Mais en revanche, il faut être capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Entendu? Voilà, alors ça c'est pour les compétences. Donc vous retenez bien, connaître la matière, être capable de synthétiser, être capable de communiquer, donc l'expression a l'importance, être capable de critiquer. Un professeur d'histoire, ce n'est pas quelqu'un qui raconte, c'est quelqu'un qui explique. C'est tout à fait différent. On a parfois qui ne voient pas la différence. Raconter, c'est, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est le moulin qui parle. Puis on dit, il y a eu ceci, il y a eu cela, etc. Non, un professeur d'histoire, c'est celui qui essaye d'expliquer les liens qui existent entre des phénomènes qui, apparemment, n'ont pas de lien. C'est ça. Donc un professeur d'histoire ne raconte pas, il explique. Je dirais que c'est comme dans n'importe quelle discipline, hein, un professeur explique. Il essaye de faire comprendre par les élèves. Il ne raconte pas une histoire. Il explique des phénomènes sociaux, économiques, mentaux, religieux, tout ce que vous voulez, pour essayer de faire des liens et pour essayer de comprendre quelle est la structure d'une civilisation, d'une société donnée. Voilà. Alors on va peut-être passer tout doucement à la méthode que vous devez acquérir pour réussir. Parce que une chose est d'être passionné par une matière, autre chose est d'aboutir au résultat qui vous permet de passer dans l'année supérieure. Alors je commence tout d'abord par l'organisation dans le courant de l'année. Il faut se mettre à travailler
je ne dirais pas depuis le premier jour, ce serait exagéré, mais il faut tout d'abord être bien organisé. Le secret de la réussite, à mes yeux, c'est d'abord, la passion, donc être sûr de ne pas s'être trompé de discipline, et de ne pas s'être trompé de la branche, que vous voulez vraiment être professeur et professeur d'histoire, géographie, sciences sociales. Il faut d'abord être sûr de ça, parce que si vous n'êtes pas passionné, ça va vous ennuyer d'étudier. Ça, c'est sûr. Donc réfléchissez bien déjà dans la semaine et demie qui vient, pour savoir si ce sont vraiment les disciplines qui vous intéressaient. Il vaut mieux bien réfléchir avant, plutôt que d'abandonner après 6 mois en se disant non, finalement, l'enseignement, c'est pas ma branche, et finalement, j'aurais choisi plutôt français qu'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, le nerf de la guerre, c'est la passion. Il faut d'abord être passionné. Et si vous êtes passionné, le travail sera beaucoup moins dur. C'est insupportable de travailler dans une matière qu'on n'aime pas, vous ne trouvez pas? Surtout vous êtes dans l'enseignement supérieur, ici vous avez choisi. Dans l'enseignement secondaire, on doit encore subir des tas de matières qu'on n'a pas vraiment choisies. On a peut-être choisi l'option principale, mais alors on a des tas de cours que l'on n'aime pas. Ici, ce n'est pas le cas. Vous avez vos options principales, et puis bien sûr, il y aura toujours des petits cours qui viendront en annexe, ça c'est inévitable, ça fait partie de la formation générale. Mais il faut au moins que les 3/4 des cours vous intéressent. Alors ne vous attachez peut-être pas à telle ou telle personnalité de professeur, parce que les professeurs ont tous des personnalités différentes et peuvent donner des cours de manière différente. Et vous aurez peut-être des professeurs, par exemple, de psychopédagogie différents sur les 3 ans. Donc il ne faut pas dire « Ah, moi la psychopédagogie, c'est pas mon truc parce que tel professeur ». Ça n'a pas de sens. Il faut raisonner à long terme. Ça, c'est sûr. Alors, le deuxième élément qui doit être clair dans votre tête, c'est qu'il faut justement être organisé. Autrement dit, ne pas s'y mettre, ça va de soi. Et pourtant, c'est ce que font beaucoup d'étudiants, ne pas s'y mettre de se mettre à étudier pendant les vacances de Pâques. C'est trop tard. Et 3, travailler. Alors il faut bien distinguer l'organisation du travail, même si les deux sont liés. S'organiser, c'est de se dire, voilà, eh bien, pour telle date, je ne sais pas moi, la mi-octobre, pour la Toussaint, il faut que mes cours soient mis en ordre dans telle et telle discipline. Alors, quand je dis s'organiser, ça ne veut pas dire étudier déjà maintenant, mais il faut que pendant toute l'année, vous mettiez en évidence tout ce qui éventuellement vous paraît obscur pour poser des questions au professeur, pour compléter éventuellement dans des livres, regarder dans les syllabes ou dans les DVD, enfin tout ce que vous voulez, de telle manière que vous fassiez des résumés, des synthèses en cours d'année. Moi, je vous donne des propositions, chacun fonctionne à sa manière, bien entendu, mais en toute hypothèse, il faut être organisé. De telle manière qu'au mois d'avril, vous n'ayez plus qu'à mémoriser. Mais tout ce qui concerne la compréhension, les résumés, la synthèse, tout ça doit être fait avant le mois d'avril. Il faut qu'il n'y ait plus que la mémorisation à ce moment-là. Qu'il n'y ait plus rien à comprendre. Que tout soit compris. Que vous ayez relu plusieurs fois la matière. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à mémoriser. Parce que mémoriser 6 mois à l'avance, je sais très bien que les 3/4 va disparaître. Mais par contre, passer son samedi et le dimanche à faire des bons plans, des bonnes synthèses, souligner ce qui n'est pas clair pour poser des questions à votre professeur ou vérifier dans les manuels, ça c'est intelligent. Mais étudier les cours que je vais vous donner cette semaine, au mois de septembre, pour le mois de juin, c'est inutile. C'est pas plus, vous pouvez le faire, c'est pas interdit. Mais à un moment donné, je crois que ce ne sera peut-être pas d'une rentabilité absolue. Parce que certains ont une mémoire qui est plus efficace quand on étudie dans les 2 mois qui précèdent que quand on a étudié 6 ou 7 mois à l'avance. En revanche, les travaux, quand on vous donne les travaux, il faut les faire tout de suite. Parce que chaque année, je ne parle pas dans ma discipline, je pense à un autre professeur, il y a des étudiants qui ne font pas leurs travaux à temps, ils se disent « Ah oui, j'ai encore 1 mois pour le faire ». Et il se fait qu'entre-temps, il y a d'autres professeurs qui vous ont donné du travail. Et au lieu de travailler tout de suite dans la discipline pour laquelle vous aviez un travail immédiat, vous avez attendu, et puis vous avez 3 travaux à remettre pratiquement à la même date. Alors là, c'est l'enfer.
Et alors là, vous n'avez plus le temps de faire vos résumés, vos synthèses, les week-ends. Et alors, voilà, hein, on va vers, pas la catastrophe, mais enfin, on va vers une grosse difficulté. Alors, moi, j'essaie, dans le cadre de mon cours, de vous donner le maximum d'outils. Je vous ai montré un certain nombre de manuels ce matin. Vous aurez des syllabies incessamment. Vous allez avoir des DVD et des CD. Les DVD, c'est pour les leçons. Les CD, c'est pour les analyses et les commentaires critiques de documents. À vous de les télécharger à temps, de ne pas attendre la dernière minute. De telle manière que, ayant suivi le cours, ayant le syllabus et ayant une copie du cours que vous venez de voir pour les cours qui seront donnés cette année-ci et une copie des cours qui ont été donnés les années précédentes, mais en gros, c'est la même chose. En gros, hein, évidemment, il y a des différences, parfois il y a des découvertes archéologiques, il y a une nouvelle interprétation, mais ça je vous le dirai. Donc il ne faut pas vous stresser à ce sujet-là. Eh bien, si vous êtes bien organisé, vous devez réussir. Et si vous ne réussissez pas, c'est qu'il y a une des trois conditions que je vous ai énoncées tout à l'heure qui n'a pas été respectée. Soit vous n'étiez pas passionné, et donc la motivation n'était pas suffisante par rapport à d'autres de vos activités. Vous pouvez continuer, bien entendu, à avoir d'autres activités, hein, sportives, culturelles, affectives et tout. J'espère pour vous, ça va de soi. Hein, vous n'êtes pas ici dans un camp de concentration, je vous l'ai dit. Hein. Donc continuez à avoir toutes vos activités, c'est très bien. L'être humain, c'est quelqu'un qui est complet, ça va de soi. 2, après la passion, c'est l'organisation, et 3, c'est le travail. Retenez ces 3 éléments. Si il y a les 3 éléments, si vous respectez ces 3 principes de base, vous devez réussir. Parce que vous avez quand même des diplômes de l'enseignement secondaire, donc ça veut dire que vous n'avez pas de problème de QI particulier, sinon vous ne seriez pas ici. On ne vous aurait pas donné votre diplôme de secondaire. Donc il ne faut pas trouver des excuses. Vous êtes, à partir de maintenant, maître de votre destin. Et d'ailleurs, quand je vous dis maître de votre destin, je raisonne ici vraiment en historien, c'est-à-dire que, je vous aurais dit, bien, réfléchissez à votre passé, à votre présent, est-ce que vous êtes sûr d'avoir choisi les études qui vous intéressaient, et 3, si vous êtes capable de vous projeter dans l'avenir. Ben, c'est ça faire de l'histoire, hein. C'est comprendre le passé à partir du présent, ou comprendre le présent à partir du passé, et être capable de se projeter dans l'avenir. Sinon, pour moi, un cours d'histoire ne servirait à rien, s'il ne sert pas aux sociétés en général, hein, ou aux civilisations à se projeter dans l'avenir. Sinon, ce serait une passion de vieux barbons poussiéreux, d'érudits, qui n'intéressent que les historiens eux-mêmes, qui se font plaisir à eux-mêmes, mais qui ne permet pas à une société d'avancer. Donc pour moi, un cours d'histoire, c'est très important pour se projeter dans l'avenir. Voilà. Alors pendant les examens maintenant, pendant les examens, vous avez 1 ou 2 semaines de blocus, je ne sais pas, il y en a combien cette année-ci, de semaines de blocus? Normalement, c'est une semaine. Comment? Une semaine, oui. Mais en tout cas, vous avez 1 semaine de blocus, sauf erreur de ma part, en janvier, et 1 semaine alors à la fin du mois de mai. Quelque chose comme ça, d'après ce que Wendy vient de me dire. Vous avez quand même de la chance, puisque les examens sont répartis en 2 sessions. Donc vous n'avez pas tout à la fin de l'année. En janvier, vous êtes interrogé sur les matières du premier quadrimestre. Donc les matières qui vous sont enseignées depuis la mi-septembre jusqu'à la 3e semaine de décembre. Les cours sont suspendus, sauf nouvelle information, pendant la semaine de la Toussaint. La semaine de la Toussaint doit servir essentiellement à rédiger des travaux que certains professeurs vous auraient donnés. Ça doit servir également à souffler un petit peu aussi. Ce n'est pas interdit. Et je crois qu'il faut essayer de bien mesurer l'importance de ce congé de la Toussaint, parce que vous ne disposerez pas de masse de temps quand même pendant les vacances de Noël et pendant la semaine de blocus pour étudier. Donc essayez de vous mettre en ordre pendant cette semaine de Toussaint. Je vous en parle parce que c'est déjà dans 1 mois et demi et que donc je tiens non pas
à réveiller votre conscience, mais je crois qu'il faut avoir déjà l'objectif du mois et demi qui vient. Alors, pendant votre blocus, il faut être sage. Étudier comme un fou ou comme une folle, ça n'a pas de sens. Il faut se préparer. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, pendant le blocus, vous ne devez faire qu'en fait que des révisions et fixer dans la mémoire ce que vous avez déjà compris antérieurement. Mais découvrir la matière, a fortiori si vous avez été malade ou si vous avez brossé, ce qui j'espère ne sera pas le cas, certains cours, ben là, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Je ne vais pas vous faire peur, mais enfin, j'essaie de vous donner quand même quelques éléments qui vous permettront de réussir. Alors, ce qui n'a pas de sens non plus, c'est de mettre tout le paquet sur les premiers examens, une session, en se disant ben, j'aurai le temps d'étudier les autres en cours de session. Ça, c'est de la folie intégrale. Ce qui est tout à fait classique, c'est que un certain nombre d'étudiants étudient à fond les premiers examens, ils ont de belles cotes, 13, 14, 15, et puis, ayant mal mesuré leur effort, craquent après 3 ou 4 examens. Ils auront été relativement perfectionnistes pour les premiers examens, et puis à un moment donné, ils auront mal géré leur journée et surtout leur nuit, et quand vous savez très bien que si après 3 ou 4 jours, vous n'avez pas des nuits normales, entre guillemets, c'est-à-dire se rapprochant de 6 ou 7 heures pendant la nuit, mais inévitablement, vous ne tiendrez pas. Donc il vaut mieux, évidemment, avoir partout des 12 sur 20, plutôt que, comme on dit traditionnellement, se taper de 14, 15 ou 16 aux premiers examens, et puis risquer évidemment de craquer, parce que voilà, nous sommes aussi des êtres faits de chair et de sang, et nous ne sommes pas des purs esprits. Donc il y a une question d'équilibre aussi. Donc ça n'a pas de sens, après 3 ou 4 jours, de dormir 3 heures par nuit. Ça, c'est l'échec garanti, vous n'irez pas jusqu'à la fin de votre session. J'ai trop d'étudiants qui se mettent dans des situations pas possibles. Alors ensuite, il y a le problème du stress. Vous le voyez, vous commencez seulement à me découvrir, mais moi, à l'examen, je comprends le stress. Il y a un stress qui est tout à fait naturel et même nécessaire, c'est ce qu'on appelle le stress positif, qui vous stimule à travailler et tout. Mais un stress qui conduit à l'angoisse et à la peur, ça ne va pas. Vous allez me dire, c'est ingérable, puisque c'est du domaine de l'inconscient. On est bien d'accord. Mais, je vous dis, si vous vous préparez à temps, si vous parvenez peut-être à revoir certaines matières avec un condisciple, si vous vous interrogez mutuellement, vous parvenez alors dans cet échange à voir si ça va ou si ça ne va pas. Ensuite, je vous ai dit que j'étais prêt à faire avec ceux qui le demandent un examen entre guillemets bidon dans le courant de l'année. Vous prenez rendez-vous avec moi, ne fût-ce que pour savoir comment je suis à l'examen, même si ce n'est pas l'examen, comme ça vous m'aurez déjà vu une fois avant l'examen en face à face. Peut-être que ça peut vous soulager un petit peu le jour de l'examen. Enfin, on peut supposer en tout cas, même si c'est pour du beurre. Et alors je vous donne dans ce cadre-là une cote, qui n'a aucune valeur bien entendu, mais qui vous permet de mesurer un petit peu votre état de connaissance, votre capacité à communiquer, à critiquer des documents, en vraie grandeur, parce que c'est quand même avec le vrai professeur. Hein? Ce n'est pas un assistant du professeur, ce n'est pas un remplaçant du professeur, c'est le même professeur que vous avez à l'examen. Donc ça peut vous aider, me semble-t-il. Alors, aussi, avant un examen, alors là, c'est peut-être pas hyper diététique ce que je vous dis là si vous le répétez plusieurs fois par jour, mais ce qui marche, pour ceux qui ont un coup de pompe, parce
qu'ils n'ont pas respecté mes principes, ou simplement une fatigue nerveuse. Il peut arriver aussi qu'il n'y ait pas une fatigue liée au manque d'heures de sommeil. C'est peut-être 10 minutes avant de rentrer en classe, si vraiment vous vous sentez très fatigué, c'est de manger une barre de chocolat. Alors vous allez me dire, hein, on ne va pas se retrouver comme M. Dufay, hein, ça c'est une chose, mais je vous dis franchement que ça a un effet déstressant, c'est connu que le chocolat est un antidépresseur, et si vous mangez 10 minutes avant, ce sont des sucres rapides. Autrement dit, ça vous donne un coup de barre, le temps d'examen, peut-être 5 minutes après l'examen, ou même en cours d'examen, peut-être que là, en une fois, vous allez devenir rattrapable. Hein. Mais au moins, pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous allez tenir le coup. Alors, à vous de choisir. Mais j'essaye de vous donner de nouveau des outils, si je puis dire, qui ont fait leur preuve, hein, pour ceux qui se disent « Non, j'ai vraiment pas le temps de faire un jogging ou de marcher pendant 1 heure pour me déstresser. » Ben là, c'est efficace. Évidemment, si vous avez 3 examens par jour pendant 3 semaines, ça risque de poser problème, évidemment. Hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, je crois vous avoir donné un certain nombre de conseils pour les examens. Je réfléchis s'il y a encore quelque chose à vous dire. Oui, peut-être le problème de la pondération. Mesurez votre effort. Sachez que chaque discipline ne pèse pas du même poids dans l'évaluation globale. Il y a 2 disciplines qui sont beaucoup plus lourdes que toutes les autres en sciences humaines, c'est l'histoire et la géographie. Vous avez 5 heures d'histoire par semaine. Par heure de cours que vous avez, étalé sur 1 an, il y a 20 points. Donc pour le cours d'histoire, vous savez que vous avez 100 points, 5 fois 20. En géographie, la même chose. En sciences sociales, je crois que quand on lisse sur l'année, c'est 3 heures, donc c'est 60 points en sciences sociales. Les cours de psychopédagogie, ben, vous voyez combien d'heures vous avez par semaine, mais étalé sur 1 an, parce que vous avez peut-être 2 heures dans un cours, mais pendant un semestre, donc ça fait qu'1 heure année, on est bien d'accord. Hein? Si vous en avez 4 sur 1 an, mais c'est 4 fois 20, donc c'est 80 heures, on est bien d'accord. Donc regardez tout ça de telle manière que votre effort soit intelligent. Ça ne sert à rien, je dirais, de mettre tout le paquet dans mon cours de philosophie et histoire des religions qui ne fait que 30 heures au 2e semestre, qui peut poser des problèmes, hein, parce qu'il y en a certains qui sont avec des 2e sessions pour un petit cours, mais qui ne fait que 20 points. Alors qu'en histoire, on se dit, ben oui, on va bien s'arranger, je mentirai. Mais chaque fois que vous faites une faute ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair à l'examen, ça descend beaucoup plus vite, quoi. Donc, pesez votre effort. Être intelligent, c'est pas savoir plein de choses, c'est être capable de comprendre un phénomène, une situation donnée pour la gérer le mieux possible. Alors, y a-t-il des questions maintenant sur les examens eux-mêmes? Puisque chaque fois, je clôt un chapitre et puis je vous demande si vous avez des questions à me poser. Des questions concrètes ou abstraites, pourquoi pas aussi. Donc, on a parlé du cursus des études, hein, sur les 3 ans. Je vous ai parlé des examens. S'il n'y a pas de questions, je passerai à un 3e plan, un 3e chapitre. Non? Alors, les stages. En première année, vos stages, ce sont des stages d'observation, des stages également où vous pouvez donner cours, quelques heures, mais ces stages n'ont pas de répercussions, sauf si vous, évidemment, vous ne les prestez pas sur votre code d'ensemble. Ça, c'est important. Hein? Donc, vous devez évidemment prester le nombre d'heures ou le nombre de semaines qui sont prévues et qui ne sont pas très importantes en première année. Hein? Faites-le sérieusement. Dans le passé, il y a eu des accidents, parce que certains ne se sont pas rendus dans leur école de stage, ou certains l'ont pris un peu à la légère, et ça conduit à des petits drames. Mais si vous êtes des étudiants réguliers et que vous prestez ce qui est prévu au programme, il n'y a pas de danger. Mais ça vous permet quand même de tester votre intérêt pour l'enseignement. C'est surtout ça, en première année. Quand vous êtes dans une école, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment ce métier-là que je veux exercer plus tard? Parce que vous êtes dans une classe, non plus en tant qu'élève, mais en tant que futur professeur. Donc, soyez très attentifs à ce qui se passe quand vous allez observer les élèves.
Hein, quand vous allez voir la manière dont le professeur donne cours, de telle manière que la matière passe auprès d'eux, soyez très attentifs à tout cela. Alors, en deuxième et en troisième année, là c'est tout différent. Vous êtes vraiment vous êtes jeté, entre guillemets, sur le terrain. Vous devez suivre strictement les recommandations et les consignes de votre maître de stage. Vous avez préalablement une semaine de préparation à l'école, où vos professeurs sont présents à des heures qui ne sont pas les heures habituelles, mais là on s'arrange, on prend rendez-vous pour préparer vos leçons. Vous nous les montrez aussi si vous avez des difficultés. Et alors, en troisième année, il y a quelque chose qui s'ajoute à tout le reste, puisque les stages n'ont lieu qu'au deuxième semestre. Tous les cours ont lieu au premier quadrimestre. En troisième, et tous les stages ont lieu au second quadrimestre, il n'y a plus de cours du tout. Mais en troisième année, vous avez aussi un travail de fin d'études à remettre. Ce travail de fin d'études est destiné à vérifier si vous êtes capable d'appliquer dans un cas concret ce qui vous aura été enseigné pendant 3 ans. Donc il s'agit de tester des hypothèses pédagogiques à partir de situations réelles d'apprentissage dans les classes. Voilà. Donc vous voyez qu'à l'école normale, en tout cas en ce qui me concerne moi, vous avez d'une part des cours théoriques, des ateliers de formation pratique où là, c'est vous qui construisez votre savoir, vous faites partager aux autres, et moi je critique, parce que je suis là aussi pour vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Hein? Vous avez aussi des stages d'abord d'observation participante en première, puis des stages actifs en deuxième et troisième, et vous avez enfin un travail de fin d'études. À côté de ça, vous avez bien entendu tous les autres cours dont je ne vous ai pas parlé ici. Les 2 matières que vous avez choisies à côté de l'histoire, géographie et sciences sociales, plus des cours de culture générale, par exemple philosophie, histoire des religions, vous aurez un cours d'art et culture en troisième, etc. Et enfin, et je dirais que c'est même peut-être pas le plus important, mais pratiquement, ce sont tous les cours liés à la psychologie et liés à la pédagogie, puisque vous destinez à être des enseignants et non pas des chercheurs dans les 3 disciplines qui ont fait l'objet de votre choix. Maintenant, sur ce dernier chapitre, y a-t-il encore des questions? Non? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer ici. Hein, mon objectif étant de vous présenter les études de sciences humaines à l'école normale. Et je ne souhaitais pas aller plus loin dans le détail. Pas de questions? Merci, j'ai dit.